Bonsoir Patricia Navarro. Bonsoir et bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour le best-of de la semaine écoulée. Il a été question de finances durables cette semaine avec le partenariat entre le CFM Indosuez et l'Institut Océanographique. Nous avons dressé le bilan de la saison touristique et vu se dessiner les perspectives de rentrée avec le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique, confirme d'ailleurs que la reprise est là, même si certains secteurs souffrent encore beaucoup. Nous entendrons son directeur Sophie Vincent. Au sommaire, toujours un bilan d'étape dans le déploiement de la fibre à Monaco, la politique de prise en charge des personnes âgées et l'avancée des travaux de la nouvelle résidence du Cap Fleuri, ou bien encore la rentrée de l'Académie de danse Princesse Grace et le 30e anniversaire de Mission Enfance. Mais pour débuter ce best-of, place à un jeune marié qui s'est uni ce week-end à Eva Grouès, à qui nous souhaitons beaucoup de bonheur. Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, était notre invité au lendemain du vote sur l'obligation vaccinale des personnels soignants et il a tenu à rappeler que la cohésion nationale doit rester préservée. J'ai fait une intervention au début de la discussion générale, au début du débat qui allait s'ouvrir pour les élus sur ce projet de loi. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je l'ai fait hier soir parce que je sentais qu'il était important de rappeler que la priorité pour les élus devait être de préserver la cohésion nationale et l'unité de notre communauté. Et donc, j'ai souhaité que ce débat se déroule dans le respect des idées de chacun, sans invective, sans diabolisation de ceux qui ne pensent pas comme les autres, comme chacun. Et je souhaiterais qu'en ville, aussi, sur les réseaux sociaux, tout le monde, je dirais, en tienne compte. On peut s'exprimer sans attaquer les autres. Nous avons considéré que la priorité absolue, c'est de protéger notre population et particulièrement les plus fragiles. Mais je tiens à rappeler que cette obligation ne s'applique pas à tous. Elle ne s'appliquera par la loi qu'à ceux qui ont fait le choix d'être dans un métier de soignant ou d'être au contact régulier des plus fragiles, des personnes âgées, des personnes handicapées, des malades. Donc il nous semble normal, dans ces professions, dans ces types d'activités, effectivement, soit pour des raisons déontologiques pour certains, professions, soit pour des raisons même morales pour d'autres, mais de tout faire pour protéger, oui. Le débat est sans fin pour ceux qui contestent l'utilité de la vaccination, mais j'ai tenu aussi à rappeler qu'il est incontestable que le vaccin protège. On peut discuter du degré de protection, le débat est légitime. Il protège plus ou moins soi-même, il protège plus ou moins de la contagion des autres, plus ou moins selon les variants de ce virus. Mais il protège, c'est une donnée médicale incontestable, aujourd'hui validée par toutes les études scientifiques, oui, c'est un fait. Testée sur des centaines de millions de personnes vaccinées. Donc oui, nous avons pris nos responsabilités pour assurer la protection des plus fragiles. Aujourd'hui, dans le cadre de cette action plus particulière, nous avons décidé d'être beaucoup plus proactifs en matière de finances durables et donc nous avons sollicité nos clients pour souscrire à des solutions d'investissement qui représentent finalement un triple aspect. Le premier est que les investissements faits par nos clients seront canalisés pour financer des projets vertueux en matière environnementale. Les fonds levés serviront à financer un projet d'éolien en mer dans la baie de Fécamp en France, mais aussi d'autres projets à fort caractère environnemental. Nous avons cette démarche parce que la sensibilité de chacun d'entre nous est très forte à ces thématiques. En revanche, nous sommes dans un monde qui est assez difficile à palper et le fait que nous ayons une démarche très proactive avec une cause, en l'occurrence l'Institut Océanographique, parfaitement identifiée en amont, a trouvé beaucoup de succès auprès des investisseurs, ce qui nous a permis de réaliser cette opération en un temps très court. Une nouvelle fois, je ne vais pas dire qu'il est très bon parce qu'on sait la situation actuelle. On sait que les très bons résultats de l'été ne vont pas compenser ce qui n'a pas été fait depuis le printemps et depuis le début de la crise en 2020. Mais effectivement, si les taux d'occupation sont certes un peu en deçà de ce qu'ils étaient en 2019, ouais. Avant la période Covid. Avant le Covid, pour vous donner une idée, le taux d'occupation cette année en juillet était de 65% en juillet, de 72% au mois d'août.
contre un taux à 79 et 81 en 2019, mais contre des taux à 39 et 56 l'année dernière. Donc une très forte progression depuis l'année dernière. Et ce qu'il faut noter, c'est une très forte progression du prix moyen qui nous amène à un résultat global sur le mois d'août supérieur au résultat global de 2019. Beaucoup d'hôteliers me disent qu'ils sont quasiment complets les week-ends du mois de septembre. Donc très bon indicateur d'après-saison. Et surtout, on voit le grand retour du tourisme d'affaires à partir de ce mois de septembre. Un double effet, des événements qui ont lieu d'habitude au mois de septembre, comme le Monaco Yacht Show qui aura lieu la semaine prochaine. Il faut être prudent dans notre analyse et notre conclusion parce que, effectivement, si la tendance globale est plutôt à la hausse par rapport à 2020, il faut se souvenir qu'en 2020, l'activité était largement impactée par 6 semaines de confinement. Donc l'INSEE a pris le parti pour cette publication de comparer à la fois par rapport à 2020 pour mesurer le rebond de notre économie, mais aussi avec 2019 qui était la dernière année normale, entre guillemets. Donc si l'on compare par rapport à 2020, on est effectivement sur une tendance plutôt à la hausse. Par rapport à 2019, on peut se satisfaire des résultats puisqu'on constate que certains indicateurs et certains secteurs retrouvent leur niveau d'avant-crise. Donc un bilan plutôt positif, mais à prendre avec prudence. À l'inverse, quels sont ceux qui souffrent encore et toujours? Alors l'hébergement-restauration, là encore, il n'y a pas de surprise, on a des indicateurs qui sont à la hausse en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes de taux d'occupation hôtelier, mais on reste bien en dessous des résultats des années 2019 et avant, qui étaient de bonnes années pour ce secteur d'activité. Je pense que chacun prend conscience, et le télétravail aide beaucoup à ça, du fait que d'avoir une bonne connexion chez soi, partout chez soi, c'est important, et ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas simplement avoir une box, c'est aussi avoir pensé son intérieur pour que le Wi-Fi soit bien disponible partout, etc. À partir de l'année prochaine, n'importe qui voudra la fibre pourra venir la demander. Si jamais la fibre n'est pas encore installée dans l'immeuble, ça prendra un peu plus de temps, mais si on a l'accord du syndic, il aura la fibre. On va dire que c'est de la même chose que pour Amazon Prime. Amazon Prime est une application, donc les gens qui veulent regarder la Ligue 1 aujourd'hui, grâce à l'Apple TV par exemple, peuvent télécharger l'application Amazon Prime. Et ce sera pareil pour RMC Sport. À Monaco, si vous voulez regarder également la Ligue Europa, par exemple, dans la même Apple TV que vous avez avec Monaco Télécom TV, avec Amazon Prime, etc., vous téléchargerez RMC Sport, qui est l'application de l'éditeur, et vous vous abonnerez pour exactement le même prix que le prix que nous on pratiquait auparavant, mais avec des fonctionnalités supplémentaires qui n'étaient pas accessibles pour les opérateurs, comme le replay, etc. Et le fait de pouvoir le voir sur son smartphone, tout ça n'était plus accessible pour les opérateurs. Par contre, c'est accessible sur l'application de l'éditeur. 78 résidents intégreront la nouvelle résidence du Cap Fleuri. Nous travaillons sur un planning prévisionnel pour une ouverture premier trimestre 2022. Effectivement, nous sommes très mobilisés pour préparer l'ouverture de NRCF, qui offrira des qualités domotiques, des qualités en termes de géolocalisation, en termes de sol connecté, donc des dispositions spécifiques sur le plan technique qui visent à assurer un maximum de sécurité et de qualité en termes de prise en charge. Mais l'enjeu, c'est bien entendu l'humain. Et dans ce contexte, nous avons travaillé avec les équipes à un projet médical, projet de soins centré sur la qualité des prises en charge, la convivialité aussi, avec le maintien des traditions comme aujourd'hui. Ce projet est porté depuis de longs mois au sein du CHPG par les équipes de la filière gérontologique et du CHPG dans son ensemble. Nous sommes extrêmement mobilisés pour offrir à chaque résident, patient, mais aussi à chaque famille, les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge possibles. Disons les 70% des élèves, je ne les ai vus que sur un écran. On a fait des auditions via vidéo car ils ne pouvaient pas voyager. Alors en fait, voilà, ça sera les premiers mois qui nous montrera voilà, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aussi dans la vie de tous les jours, comment ils sont en tant que personnalité. Pour l'instant, on sait qu'il y a beaucoup de talents. Des élèves qui viennent du Mexique, beaucoup d'élèves américains, des élèves qui viennent de la Tchécoslovaquie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Alors en fait, on a pris des nationalités de la Corée qu'on n'avait pas encore auparavant.
On a en tout, si je ne me trompe pas, 16 nationalités avec 41 élèves cette année. Disons qu'aujourd'hui, elle est une des meilleures écoles du monde. Je n'exagère pas, c'est une école qui est très renommée pour 2 raisons. Principalement parce que depuis 2009, c'est une école qui a 100% des résultats. Tous les élèves qui travaillent chez nous ont trouvé un travail, terminent leur formation avec un contrat de travail. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on vit dans un pays qui est très, très rassurant pour des familles où l'éducation, non seulement à l'intérieur de l'académie, mais dans le pays, est d'un très haut niveau. Et où le nombre des élèves, comme dans le pays même, c'est un nombre réduit, c'est un nombre, il n'y a pas une surpopulation, et ça veut dire qu'on a beaucoup de temps à leur consacrer et on peut vraiment travailler tête à tête avec chaque élève. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Pourquoi est-ce que vous avez voulu consacrer votre vie à la navigation? Le côté déjà dépassement de soi, faire face à un environnement qu'on ne maîtrise pas. Et aussi, j'aime beaucoup le côté technologique de ces bateaux. Là, mon bateau Apivia, et c'est un bateau de dernière génération en carbone avec des foils, voilà, ces fameuses ailes sous-marines qui permettent de faire décoller le bateau et d'aller encore plus vite. Donc, il y a ce côté progrès technologique et ce côté aussi avancer, progresser avec des éléments, des forces naturelles comme le vent et les courants et les vagues. C'est une course qui se passe en 3 phases. Donc, il y a des phases, on appelle ça des runs. Donc, c'est vraiment il y a 2 bouées qui sont mouillées dans la baie devant l'Orient et sur une distance de 2 km environ. Et voilà, on passe lancé et il faut être le plus rapide sur ce tout petit tronçon. Après l'agitation des premiers temps, quand les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul, nous étions dans une recherche d'évacuation de notre équipe locale. Et puis finalement, de discussion en discussion, ils ont décidé de rester sur place. Ce sont des Afghans. Ils ont décidé de rester sur place parce qu'il y a énormément de choses à faire dans ce pays et ils ont préféré agir auprès de la population. Et donc aujourd'hui, la situation dans Kaboul est relativement calme et dans le Panjshir où nous avons nos écoles, c'est un peu plus tendu. On attend la fin des négociations ou des éventuels combats qui ont lieu actuellement. Donc il y a vraiment une volonté, en tout cas, de faire exister ce peuple malgré le nouveau gouvernement qui est au pouvoir. Oui, Mission Enfance très présente dans les zones de conflit, Afghanistan donc, mais aussi Syrie ou Irak. Mission Enfance qui a fêté cette semaine ses 30 ans. Vous le savez, le best-of, c'est aussi le best-of des réseaux. Non mais t'es sérieux toi? C'est ce qui s'appelle avoir les cheveux en pétard. Demain lundi, vous retrouverez Fabien Bonilla pour débuter une nouvelle semaine d'actualité. Je vous souhaite une belle fin de week-end. Les meilleurs clichés de la semaine sont signés Manuel Vitali, Stéphane Dana et Michael Alési. À très bientôt sur Monaco Info.